à tous, bienvenue dans cette critique analyse du chapitre 1061 de One Piece, les amis. Je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche. C'est très rare que vous ayez la critique analyse le jour de la sortie du chapitre, donc soyez heureux. On va partir sur 6 et comme d'habitude, une trentaine de minutes de critique. Et comme d'habitude, je vous rappelle que je prends le chapitre et page par page, je vais vous donner mon avis et les petites suggestions que j'ai par rapport à l'univers qui est One Piece et aux informations que l'on obtient. C'est pas un chapitre que j'ai particulièrement aimé, je vais être très clair avec vous. J'ai vu beaucoup de gens se hype, et surtout à cause de la dernière page. J'avoue que j'ai été plutôt, moi, agacé par ce chapitre pour plusieurs raisons. Ça n'en reste pas moins un très bon chapitre. Objectivement, je ne peux pas dire que c'est un mauvais chapitre, mais je trouve que dans l'ensemble, dans la suite de chapitres qu'on a eu, celui-là est moins bon que les derniers, que les précédents, ou du moins il m'a moins, personnellement, hein, bien sûr c'est personnel, il m'a moins amené à être à être surpris, à être dans l'excitation. Même si, comme je vous dis, la dernière page est quand même surprenante. Le chapitre s'ouvre avec encore et toujours la Froide Odyssée du Germa 66. Alors ce qui est assez intéressant et c'est assez important cette page, c'est que le Germa est de nouveau réuni et s'échappe de Totland. C'est assez important, pourquoi le Germa c'est quand même une entité assez puissante dans l'œuvre de One Piece. Donc la question c'est que va faire Juge. Est-ce qu'ils vont retourner à North Blue et faire leur vie tranquille? Est-ce qu'il va développer le Germa? Est-ce qu'ils vont se mettre en stand-by un petit peu? Que va-t-il se passer? Il faut aussi se dire que du côté de Whole Cake, Big Mom c'est la merde. Que va faire Katakuri? Qu'est-ce qu'il va faire avec les familles? Assez intéressant de voir que maintenant que le Germa va s'échapper, deux entités du monde de One Piece, qui est Katakuri et ses frères et sœurs, et le royaume de Totland va devoir se gérer, et le Germa 66 va devoir, et César d'ailleurs, parce que César les accompagne, va devoir lui aussi se gérer. J'espère tout de même, parce que je vais pas vous mentir, le Germa, je commence à en avoir un peu marre. J'aimerais bien que Oda nous montre d'autres personnages ou d'autres choses dans le monde de One Piece. Moi, je l'ai toujours dit, je trouve que parfois il est un peu long sur ces mini-aventures-là. Après, c'est assez cool, comme je vous dis. Là, pour le coup, ça raconte vraiment quelque chose de constructif pour l'histoire et en tout cas pour le lore de One Piece, pour tout ce qui est le lore de One Piece. Mais c'est vrai, là, Oda, s'il te plaît, la prochaine, commence une autre Odyssée, commence une autre mini-aventure, s'il te plaît. Le chapitre s'ouvre avec la continuité du chapitre 1060, Luffy qui s'agrippe à Chopper et qui s'agrippe et qui attrape, plutôt pas s'agrippe et attrape Bonnie. On peut voir que c'est un peu le bordel, le vent a l'air de souffler assez fort et les vagues pareil d'être assez mouvementées, un courant assez puissant. D'ailleurs Oda va le préciser dans une des pages du chapitre que le courant est assez fort. D'ailleurs, Oda, on voit qu'il fait en sorte que Bonnie ne reconnaît pas tout de suite Luffy et Chopper. Elle reconnaît pas tout de suite qu'ils sont ses sauveurs. Par contre, elle a assez, malgré le fait qu'elle soit dans les airs en train de elle a l'œil avisé et se rend compte qu'il y a un immense requin sous le Sunny. Alors fait intéressant, Oda, encore une fois, après les Numbers par exemple, nous donne cette impression de phénoménal, d'imposant, de peur, d'angoisse, et en fait pas du tout. On le verra plus tard, le requin c'est un requin de merde. Moi quand je l'ai vu je me suis dit putain mais qu'est-ce que c'est encore que cette connerie, c'est un robot. J'ai tout de suite noté le petit punk sur le côté, donc création de Vegapunk. Ça par contre c'est intéressant parce qu'on peut voir que c'est une création de Vegapunk, on y reviendra plus tard parce que c'est très important. Vegapunk a un système de construction qui est très proche de celui de Franky, j'y reviendrai plus tard. On a Zoro qui dit c'est quoi ce machin, un requin? Non seulement il est énorme mais il est en métal en plus. D'accord. Première chose qui m'a agacé du coup de ce chapitre. D'accord, mais qu'est-ce que tu t'en fous? Tu es Roronoa Zoro, le second vice-capitaine de l'empereur Monkey D. Luffy. C'est du métal. Tu as coupé le haki des rois protecteurs de Kaido il y a quelques temps, là, quelques jours, quelques semaines, monsieur Zoro. Hein? Lors d'une grande guerre, hein? Donc du métal, tu t'en fous. Donc Oda, là j'aurais bien aimé que dans la logique Zoro soit pas autant c'est du métal et plutôt explose le truc, hein, parce qu'il est censé pouvoir couper en deux un robot comme ça sans se faire chier aujourd'hui Zoro. Et là tu nous le fais pas, là tu nous le fais en mode bon, on va dire RP parlant, c'est la merde.
le courant est mouvementé, il y a du vent, il y a de la neige, il fait froid, machin, voilà, pour excuser. Mais moi, je trouve quand même que là, Oda, tu déconnes un peu, quoi. Genre, c'est quand même Monsieur Zoro. On parle pas du Zoro, l'époque où il savait pas trancher l'acier. Non, là, on parle de Zoro, qui est un des plus puissants sabreurs de l'univers de One Piece. C'est pas le plus puissant, mais c'est quand même l'un des plus puissants. Donc, aujourd'hui, ça me fait un peu chier de le voir s'estomaquer devant une merdouille en métal. Néanmoins, je vous ai dit, c'est un chapitre qui m'a agacé. Néanmoins, bonne continuité. On a derrière, ce qui est cool, on voit un des points forts de Jinbei. Jinbei peut nager et peut très très bien nager. Très intéressant. C'est un point fort, un nouveau point fort, un truc que l'équipage n'avait pas, comme tient l'équipage de Luffy. Derrière, nouvelle page qui m'a agacé. Parce que comme je vous dis, c'est un chapitre qui m'a agacé. Oda, qu'est-ce que c'est que ces oreilles de lapin? Hein? Non mais merde! Je te rappelle, monsieur Oda, que tu as fait un concours de popularité. Et que Carotte, cette personnage, cette petite Minx, dont tu ne nous donnes plus aucune nouvelle, et j'avoue que ça commence à me péter les couilles, hein, je vais être très honnête, mais c'est le choix que t'as fait, donc je respecte, mais ça commence à me péter les couilles, hein, parce que déjà que les guéguerres entre Yamato, Carotte, Bababi, Bababa, je trouve ça complètement nul à chier et débile, donc déjà la communauté m'avait saoulé avec ça, bon. Donne-moi une réponse, hein, Oda, s'il te plaît, donne-moi une réponse. Qu'est-ce que devient Carotte? Parce qu'au final, c'est quand même un personnage que t'as fait naviguer avec les Mugi pendant des années. C'est un personnage à qui t'as donné une superbe narration et une superbe construction, à qui t'as donné un rêve, à qui t'as donné une vraie t'as vraiment eu une charge de travail sur elle, tu as bossé sur ce personnage et aujourd'hui on n'a plus de nouvelles. Bon, et là tu me mets un petit moteur tout bizarre là avec des oreilles de lapin. Non mais tu vas me dire que c'est pas fait exprès, hein? Tu me prendrais pas pour un couillon, Oda? Hein? Tu serais pas en train de te moquer de nous, hein? Bon. Non, c'est vrai que ça m'énerve un peu. C'est vrai que ça m'agace un peu. Je vais pas vous mentir, ça m'agace un peu, les amis. J'aimerais bien qu'Oda nous donne enfin la réponse pour Carotte, parce que c'est insupportable, quoi. Genre, honnêtement, quoi. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, bon, être autant dans le flou sur un personnage, si vous n'aimez pas Carotte, vous pouvez pas le comprendre. Mais, enfin, si, mais transposez-vous sur Yamato. Moi, je suis désolé, j'aime les deux, donc j'ai pas eu ce problème qu'a eu les haineux de l'un ou de l'autre. Mais quand t'es fan d'un personnage et qu'il y a une possibilité qui rentre à bord de l'équipage, qu'est-ce que c'est chiant qu'Oda nous mette pas une réponse et nous mette un doute sur 150 000 chapitres. C'est que Yamato, le sujet il est clos. Bon, il faudrait peut-être clore le sujet Carotte, quoi. Parce que c'est quand même, je le répète, hein, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Je sais pas pourquoi sur les réseaux, en tout cas sur les réseaux. Bon, après les réseaux, Twitter est un réseau de haineux, hein, où on voit plus la haine que la bienveillance, malheureusement. Surtout, hein, d'ailleurs, sur tous les sujets, hein, malheureusement. Mais c'est vrai que, bon... Putain, moi j'adore Carotte, enfin, c'est un de mes personnages préférés, elle est super aimée, elle est quand même un taux de popularité énormément élevé, elle est intéressante pour l'équipage, elle a des gimmicks intéressants, tu nous as donné la mort le sacrifice de Pedro, etc. Tu lui as donné une construction, donne-nous une fin, quoi. Qu'elle soit reine, ok, bon, dis-le nous, montre-la nous qui dit bon, mais j'accepte ce rôle et on dira ok, très bien, mets-nous un petit passage, un petit flashback où elle parle à Luffy elle aussi comme Yamato a fait, où elle dit est-ce que je peux être une Mugi, mais je suis désolé, il faut que je m'occupe un peu de Zou, que je mette les choses en place, tu vois, et après je vous rejoins. Mais au moins, donne-nous du concret, Oda, quoi. Parce que là, tu vois, là, j'avoue, moi, ces oreilles de lapin, j'ai cru qu'ils se foutaient de ma gueule. Enfin bon, on continue. Donc, deuxième chose qui m'a agacé, on continue. Avec une immense explosion parce qu'en fait le missile et la force de frappe du requin avec sa roquette est quand même très forte. On peut voir que donc l'explosion plus les immenses vagues plus le courant qui est assez puissant, le Sunny se retourne, donc c'est vraiment la merde. Donc Robin se retrouve à l'eau, il faut absolument aller la chercher parce qu'elle est cool. On repasse ensuite sur Jinbei qui sauve nos trois petits utilisateurs, excusez-moi, de fruits du démon. Voilà, on repasse ensuite, donc il n'y a pas grand chose à dire, hein. On repasse ensuite sur le requin qui poursuit Jinbei dans l'eau, qui s'apprête à retirer, donc Jinbei leur prévient, assez intéressant d'ailleurs, j'ai bien aimé cette page, je trouve ça assez rigolo. Respirez bien fort, on repasse en plongée, hop, il revient en plongée, et là, apparition, et page très importante, donc on est quand même sur la même double page, hein, mais je fais l'aparté, on s'aperçoit que le requin de Vegapunk porte le numéro 3.
Le Vega Force, le numéro 12, ça ne vous rappelle rien? Ça ne vous rappelle pas quelqu'un qui construisait des bateaux en leur donnant un chiffre ou un nombre? Ça ne vous rappelle pas quelqu'un qui, sur le Sunny, a donné un nombre ou un chiffre à des fonctionnalités du bateau? Non, je sais pas, hein. Bah, je trouve qu'il y a quand même des ressemblances quand même. Enfin bon, bref. Moi au début en plus j'ai cru que c'était Franky, j'étais en mode oh Franky upgrade le général, puis après j'ai compris que c'était pas Franky, mais du coup ce robot de Vegapunk implose, mais implose le requin. Vraiment. Ensuite voilà, on voit Zoro et tout qui se noie, bon. Que dire, je sais pas trop quoi penser de ça. Comme je vous dis, je pense qu'il faut se dire le courant est très fort, donc ils n'arrivent pas à nager, mais ça me fait chier quand même. Mais de notre côté, ça, ouais, ça m'agace pas, mais ça me titille. Mais de notre côté, c'est, en fait, je trouve ça chiant. Ah merde, ils sont en train de couler alors qu'ils pourraient nager. Sauf que d'un autre côté, ça nous montre aussi que dans One Piece, c'est pas des surhommes. C'est des gens très puissants. C'est pas des super-héros surhommes qui peuvent survivre à tout, qui sont indestructibles, tu vois. Là, bah, ils sont au milieu de la mer, de l'océan. Et ben, les vagues, le courant, il est hyper mouvementé. C'est la tempête, c'est le bordel de merde. Le bateau s'est retourné. Bah, ils peuvent pas nager. Ils ont beau avoir pas de fruit du démon et on pourrait se dire ah bah ils peuvent nager. Ben non, le courant est tellement fort qu'ils n'y arrivent pas. Ils peuvent pas survivre à ça. Donc, assez intéressant. C'est un côté réaliste, je trouve, qui est amené au manga. Donc, pourquoi pas. On arrive sur Tashigi sur LG14. J'ai trouvé ça assez intéressant. Moi, j'aime beaucoup Tashigi. C'est une des marines que je préfère. Moi, j'aime beaucoup. En plus, le Kara Design, tout. Qui est de nouveau avec les enfants, rappelez-vous, de Punkazar. Oui, c'est ça. Qui prennent un traitement, on apprend, pour les faire rapetir et qui est fonctionnel. Donc, assez cool. Il semblerait que les médecins de la marine ou Vegapunk aient trouvé une solution aux drogues de César. C'est une très bonne nouvelle. Moi, je sais, j'ai vu très peu de gens en parler, mais je trouve que c'est une case très marquante de voir très touchante de voir les enfants arriver à être sauvés finalement, être enfin bien pris en soin. C'est quand même des enfants qui ont été drogués pendant des mois et des mois par un gros scientifique fou et qui enfin sont soignés. Quid du truc, c'est est-ce qu'ils ont quand même pu revoir leurs parents, parce que leurs parents ne sont pas morts, hein. Donc voilà. Mais assez cool. On prend connaissance d'une nouvelle vice-amiral qui s'appelle Dol, qui est la chef du G14. Très sympa son Kara Design, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup son Kara Design. On voit qu'elle parle d'Hermep, etc. Elle demande d'ailleurs à Tashigi de s'occuper d'Hermep, etc. Ce qui pour moi me confirme qu'elle fait aussi partie du Sword. Là d'ailleurs Tashigi lui dit ah non mais c'est impossible la meuf, Kobe c'est son meilleur pote, il a été enlevé, là c'est mort, hein. D'ailleurs moi aussi hein, le colonel Kobe je m'inquiète de ouf, donc là je pourrais jamais le raisonner. On arrive du coup sur Hermep et une nouvelle venue, tout comme le vice-amiral Dol, la lieutenant-colonel Ibari, qui a l'air complètement en crush sur le colonel Kobe. Alors quand je dis en crush, c'est même je me trompe, c'est plus en admiration sur le colonel Kobe, parce qu'apparemment Kobe a énormément fait de choses pour elle. Est-ce qu'il l'aurait pris en main Ibari et sa formation? Peut-être. Moi ce qui m'a touché c'est surtout Hermep. C'est un personnage les amis, et c'est pour ça que j'aime One Piece. One Piece n'est pas un manga parfait, c'est un manga qui a des défauts. Moi par exemple je trouve que dans le manga papier qui est One Piece, les combats, il y a un vrai... C'est pas le meilleur manga pour regarder du combat, tu vois. C'est très beau, les planches sont très jolies, mais dans l'intensité, dans la fluidité des combats, je trouve pas qu'Oda soit le meilleur. L'anime d'ailleurs, par contre, compense énormément cela. Et par contre, qu'est-ce que Oda est fort pour nous écrire des personnages, quoi. Hermep, je ne le supportais pas. On le connaît depuis plus de 20 ans, ce mec. C'est un mec qu'on a détesté. Puis on a commencé à apprendre à aimer. Puis on s'est dit, ah, tu deviens quelqu'un, mon petit salopio. Et là, je me dis, putain, mais mec, t'es devenu un homme, quoi. Et un vrai bon humain, un vrai bonhomme. Pour le coup, un vrai bonhomme. Sans jeu de mots, quoi. Qu'est-ce que c'est plaisant de le voir attaché à Kobe et se rendre compte que, bah ouais, ils sont finalement vraiment devenus meilleurs potes. Vraiment. Il faut aller le sauver, quoi.
En plus, c'est devenu quelqu'un, c'est devenu un commandant de la marine en plus. Hein, c'est quand même un gradé. Hein. C'est pas un haut gradé, mais ça reste un gradé quand même. Et d'ailleurs, il parle à un sous-amiral. Alors, je me pose la question, qu'est-ce qu'un sous-amiral? J'ai l'impression que c'est la première fois qu'on voit ce grade de sous-amiral. Donc, où est-ce qu'il se place? Est-ce que c'est sous-amiral, c'est juste en dessous, au-dessus de vice-amiral et en dessous d'amiral? Est-ce que c'est en dessous de vice-amiral? Je trouvais ça bizarre ce grade. J'ai pas trop aimé cette scène. Je vais pas vous mentir. Je trouve qu'elle apporte rien à part le fait qu'on apprend que le sword peut pas aller face un empereur. LOL. Nous voilà surpris. On le savait déjà en fait. Le seul truc que je kiffe, c'est forcément de découvrir des nouveaux marines. C'est ce côté Hermep fidèle à son meilleur pote Kobe. Mais j'aime pas, non, j'ai pas aimé. En plus, j'ai pas aimé le chara design de Gless, du prince Gless. J'ai pas aimé. Attendons, comme d'habitude, comme je vous dis, il faut laisser le bénéfice du doute. Chara design, ça veut rien dire, mais j'avoue que plastiquement parlant, je suis pas très fan. On apprend surtout en fait quelque chose aussi un peu d'intéressant, c'est qu'il n'y a pas de contact de nous encore avec Drake. Et Drake, c'est quand même quelqu'un d'important pour le sort. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Où en est Drake? Qu'est-ce qu'il est devenu? On sait pas trop. Mais il va falloir que Oda nous donne des informations parce que c'est quelqu'un pour la marine quand même, Drake. Donc il faudrait que le Sword, et en plus pour le Sword, donc ça serait bien que pour le Sword qu'ils apprennent ce qui est arrivé à Drake et que ça se soit bien passé. Derrière on retrouve une planche assez agréable pour mon œil d'homme hétérosexuel. J'avoue que j'ai bien aimé, sachant que Bonnie est quand même un de mes personnages féminins de One Piece préférés. Je ne vais pas faire le mec à dire que je n'ai pas aimé la planche, bien sûr que si. Et Oda sait très bien en dessinant Bonnie comme ça que les personnes aimant les femmes et vu Bonnie, on allait apprécier la plastique qu'il lui a donné là. Elle est tout simplement en train de nettoyer et étancher, comment on dit, éponger plutôt, pardon, ses vêtements vu qu'elle est trempée. Et on la voit qui remercie Luffy. Chose très intéressante, Luffy donne un surnom à Bonnie, ce qui m'a fait penser à Trafalgar Law qui avait eu le surnom de Trafi. Là, Bonnie s'appelle Boggy. Il faudrait que Luffy lui trouve un nouveau surnom d'ailleurs parce que Boggy c'est un peu moche. Hein, on va pas se mentir. D'ailleurs, assez intéressant, c'est de voir que vu comment agit Luffy en mode fait froid et qui fait n'importe quoi, qui s'amuse, qui sourit comme pas possible, elle est en mode c'est vraiment un empereur. En fait, c'est surtout parce il est pas du tout sérieux en réalité. Elle doit avoir comme nous en réalité, on se dit putain, les empereurs c'est des pirates de fous qui sont ultra sérieux, qui sont pas en train de faire les cons quoi. Ensuite, elle parle de la vie de recherche et ça c'est super cool. Elle parle, j'ai cru que tes cheveux avaient blanchi. Les journaux en ont beaucoup parlé. Très intéressant, ça veut dire que les journaux ont parlé de la vie de recherche de Luffy, donc de son évolution physique. Hein, ils ont vu dans son image de la vie de recherche de Luffy son évolution physique et ils y ont porté un regard, un vrai regard en mode il se passe quelque chose. Ce pirate est différent là. Et ils en ont parlé. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai reçu l'information. J'ai acquis l'information que nous donne Bonnie. Et en plus, au même moment, on a Luffy qui prend cette forme un peu, vous savez, un peu big, en mode ah oui, c'est l'apparence que je prends quand je deviens libre. Mais libre de quoi en fait? Quand tu deviens libre de quoi? En fait, j'ai l'impression que Luffy il se dit ouais c'est pas une forme genre qui vient du caoutchouc, ça doit être un truc chelou. Ouais, c'est la forme quand je suis libre. J'ai vraiment hâte qu'il apprenne que son fruit, le jour où Luffy va apprendre qu'il a pas du tout le fruit du caoutchouc mais qu'il a un fruit du démon d'un dieu, il va être en mode ah bon. Enfin bref, assez intéressant, du coup on comprend mais que cette forme il arrive maintenant à totalement la maîtriser ou du moins y accéder. Est-ce qu'il va nous faire Eiichiro Oda comme on a pu dans un manga, notre manga Dragon Ball, on voit souvent que Sangoku, ses power-up avec ses nouvelles formes, au début il a besoin de temps pour la maîtriser complètement. Est-ce que Luffy ça va être la même chose ou non? On verra.
Je ne suis pas sûr de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé à vos camarades? Luffy, comme d'habitude, insouciant. Ils ont trouvé un moyen de s'en sortir. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ensuite, elle redit. En fait, elle est un peu surprise. Elle dit tout ce qu'elle pense, quoi. En plus, t'as récupéré Jinbei, le paladin des mers. Putain, incroyable. Elle met une once de respect à Jinbei quand même. Et c'est vrai que Jinbei, on oublie souvent, mais c'est quand même un monsieur. Jinbei d'ailleurs qui lui demande qu'est-ce qui s'est passé à son équipage. Bonnie qui, tout en remettant ses vêtements, etc., dit qu'elle est seule et que d'ailleurs son navire, lui, il a été mangé par le monstre d'acier. Et qu'elle a la dalle. Intéressant de voir Luffy qui a aussi la dalle. On le sait, les deux sont des gloutons comme pas possible. Bande d'ignards, il n'y a pas de restaurant ici. Nous sommes sur une île du gouvernement, laissez-moi vous expliquer. Moi, quand je vois ça, quand je vois Bonnie dire on est sur une île du gouvernement, laissez-moi vous expliquer, c'est qu'elle en vient. Je vois pas comment ça peut être autrement. À mon avis, elle en vient, ou du moins, elle connaît la zone et elle savait qu'elle était là. Mais parce que c'est quand même censé être une île, l'île de Vegapunk, parce qu'on va l'apprendre plus tard. L'île du nom, juste en dessous, c'est Egghead, donc l'île de l'œuf, qui est censée avoir 500 ans d'avance. C'est là où il y a le laboratoire du docteur Vegapunk. Donc c'est une île, à mon avis, qui est censée être ultra secrète, ultra protégée. Donc pour qu'elle sache qu'on est précisément sur cette île, soit elle en vient, soit elle était au courant qu'elle était là. Bon, de toute manière, Bonnie est un personnage qui a énormément de choses à nous apprendre, autant sur la rêverie que sur Kuma, peut-être les révolutionnaires, etc., etc. Étant donné qu'on avait vu, souvenez-vous, lors de Marie-Joie et de la rêverie, qu'elle était la reine, je sais plus quoi, du royaume de je sais plus où là. Enfin bref, et puis on arrive sur cette dernière page avec le Vega Force qui en réalité, en fait, là tu t'en rends compte, est immense et bien cette personne qui en sort. Et qui d'ailleurs est triste. C'est une personne, enfin pas triste, c'est pas de la tristesse, mais elle est embêtée parce que elle a échoué dans quelque chose qui va complètement à l'opposé de ce que souhaite Luffy. Et j'ai vu très peu de gens en parler et ça m'a énormément étonné de cette phrase qui est quand même très importante. Est-il donc impossible de contrôler le désir des êtres vivants? Est-il donc impossible de contrôler les désirs des êtres vivants? Cette personne cherche à contrôler les gens, ou du moins une partie des gens, les désirs des gens. C'est complètement opposé à la liberté que veut donner Luffy aux gens. C'est complètement opposé. Donc du vol à Carnelius, on s'en fout un peu. Ils pensent qu'ils ont été secourus et là en fait elle leur dit non, en fait c'est juste que j'ai donné une mission à ce mec et il a fait à mon petit requin là, mais il a foiré. Ça m'a pas saoulé. Et d'ailleurs bande de pirates, qui vous dit que je vous ai sauvé? Moi je suis embauché par le gouvernement, je suis une scientifique de génie, je suis le docteur Vegapunk. Deux choses. Je vois beaucoup de gens dire le docteur Vegapunk c'est un mec, c'est pas le docteur Vegapunk. Faux, tu n'en sais rien. Je vous rappelle que Vegapunk est possiblement lié aux révolutionnaires. C'est une théorie, vous le savez, à cause de l'ordre qu'elle donne à Kuma de protéger le Mary, le Sunny à l'époque, etc. Et plein de choses où les gens pensent tout de même que Vegapunk pourrait être un révolutionnaire. Outre, même si quid de cette théorie n'est pas bonne ou est fausse, Vegapunk peut très bien, à mon avis, s'il a 500 ans d'avance sur tout le monde, changer de sexe s'il veut. On est dans un manga où toutes les sexualités sont abordées, où tous les thèmes sont abordés. On est dans un monde aujourd'hui, dans notre monde moderne, où l'acceptation du fait qu'un homme puisse dire qu'il se sent femme et qu'il pense, qu'il se sent ressenti être une femme, ou une femme dire je suis un homme, etc. On est dans ce questionnement et très clairement, Oda en a déjà parlé. La preuve, Yamato. Et Yamato, c'est encore plus particulier parce qu'elle se genre homme parce qu'elle se voit comme un homme qui a déjà existé. Enfin, c'est très particulier. C'est limite, elle fait du roleplay d'un homme. Enfin bref. Donc Oda aborde ces sujets, et c'est très bien d'ailleurs. Mais en réalité, on connaît surtout quelqu'un qui, si Vegapunk est lié au révolutionnaire, peut changer le sexe des gens. C'est Madame Ivankov. Moi, ce qui me fait dire que c'est pas Vegapunk, c'est le 02. C'est-à-dire qu'on a vu que le requin c'est le 3, on a vu que le robot c'est le 12, elle a le 02.
Bon, eh ben t'es une invention de Vegapunk. Nous la fais pas à nous. Vegapunk, c'est normalement le 0-0 où il a juste pas de numéro. Maintenant, c'est vrai que moi, je voulais surtout revenir sur le fait que j'ai vu des gens dire ça ne peut pas être Vegapunk parce que c'est une meuf. Vous oubliez complet, quoi. Il y a plein de possibles explications qui peuvent nous dire qu'il devient une femme. C'est-à-dire que le mec, il crée des fruits du démon, il touche la génétique, il crée des séraphins, des trucs. Bon, bah tu vas pas me dire que s'il veut devenir une femme, il peut pas le devenir. Le mec, il est tellement fort en génétique que s'il veut devenir une femme, il peut très bien devenir une femme. Hein. Je vous le dis tout de suite, juste sans parler d'Ivankov ou sans parler de quoi, hein, de quoi que ce soit. Donc, si c'est Vegapunk, ce qui est cool, c'est que déjà, le car design, j'adore la plastique de cette personne qui se dit Vegapunk. Mais surtout, ben, moi, je trouverais ça cool parce que ça prendrait à contre-pied tout le monde, parce que tout le monde, on s'attendait à un vieux mec dans son laboratoire à Einstein. Et en fait, ben non, c'est une meuf magnifique avec cette petite mèche, tu vois. Voilà. Mais voilà, je voulais revenir sur ce point parce que moi, ça m'énerve les gens qui sont vindicatifs. Et c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, n'oubliez pas qu'on n'est pas Oda et que aucun youtubeur, aucun théoricien, aucun critique de One Piece ne peut vous dire c'est sûr à 100%. Tant que Oda ne nous dit pas carte sur blanche, c'est sûr à 100%. Là, noir sur blanc, il nous dit elle est le docteur Vegapunk. La question, c'est pourquoi c'est une femme. Les personnages, le Kyukyu, tout ça, quand ils ont parlé du docteur Vegapunk, ils en parlaient en tant qu'un homme. Ok, donc là, c'est une femme. On regarde, on observe 0-2, comme le requin, comme le robot, un numéro, comme on fait l'opposition, comme je disais à Francky, qui numérote ses inventions. Bon, ok, tu n'es pas Vegapunk, tu es une invention. Première chose qu'on peut se dire. Ou alors, t'es Vegapunk, tellement fort en génétique que peut-être il s'est changé de sexe. Possible aussi. Ou alors, paf, on prend la théorie des révolutionnaires. Voilà. Moi, j'aime quand on fait comme ça, quoi. Être tranché et dire, non mais les gars, dans des vidéos et dire aux gens, non les gars, c'est pas Vegapunk, Vegapunk c'est un mec. C'est nul en fait, ça n'apporte rien, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est de se questionner, voilà. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est, si c'est Vegapunk, il a la possibilité de changer de sexe parce qu'il est tellement bon en génétique, il y a qu'à voir les séraphins, ce qu'il a fait avec le fruit du démon, l'ADN, machin, qui s'est changé en femme, pourquoi pas. Moi, je pense que c'est pas Vegapunk et que c'est la deuxième, le numéro 2, ou la deuxième meilleure invention de Vegapunk, ou sa meilleure réussite. Ou alors, est-ce que Vegapunk a transféré son esprit en elle via son intelligence et donc c'est Vegapunk mais c'est pas son corps originel. Vous voyez, on peut imaginer plein de choses sur cette personne. En tout cas, pour l'instant, avec ce chapitre 1061, pardon, c'est Vegapunk, c'est cette femme. Voilà. Oda, noir sur blanc, nous a dit cette femme est Vegapunk. Et c'est la seule chose qu'on sait. Donc un chapitre assez intéressant les amis, on va terminer là-dessus. Qui m'a assez trigger, surtout avec Carotte pour le coup et les oreilles de lapin. J'attends des réponses. J'ai très hâte de voir la suite quand même. Je vais pas vous mentir. Je trouve que on arrive sur l'arc du coup de l'île de l'œuf. Hein, ça va être assez intéressant. Vegapunk a plein de choses à nous apprendre sur les fruits du démon, etc. Sur l'histoire, sur la technologie. Ça peut être un power-up pour Francky. J'ai hâte de voir tout ce qu'il va nous apprendre parce qu'en plus Oda nous avait dit dans SBS que le jour où l'aventure et l'histoire arrivera à la rencontre de Vegapunk, il y aura énormément de révélations. Donc je suis hyper hype pour la suite. Les chapitres me plaisent énormément. De toute manière, c'est très rare que je trouve un chapitre de One Piece mauvais. Je trouve que Oda arrive quand même dans la majorité à nous faire des super chapitres. Mais c'est vrai que je trouve qu'il est un peu moins excitant, un peu moins prenant que les derniers, que les 3 ou 4 derniers qu'on a pu avoir. Mais je pense que il y a eu pas mal de faits comme moi, il y a eu quelques trucs qui m'ont agacé. En tout cas, j'espère que cette critique analyse vous aura plu. Je vous mets la théorie sur Barbe Noire par ici ou par là. En tout cas, il y aura le bouton pour s'abonner et la théorie de Barbe Noire par là. Allez-y, allez la voir et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis, même si vous avez des avis différents entre vous, même avec ce que j'ai pu dire. S'il vous plaît, soyez respectueux, c'est le plus important entre vous. Je vous fais des bisous, salut tout le monde, abonnez-vous, le pouce bleu, partagez à vos amis, etc. Et on se retrouve pour la critique analyse du chapitre 1062. Normalement, il y a une pause cette semaine. Malheureusement, la théorie, abonnez-vous. Salut tout le monde. Ciao, ciao.